Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cours sur la culture, ou plutôt devrais-je dire deux cours, deux cycles de cours, car nous entamons l'étude d'un concept complexe. La notion de culture n'est pas évidente, et plutôt que de vouloir imbriquer toutes les problématiques dans un seul gigantesque cours, j'ai préféré séparer les difficultés et constituer donc deux cycles de vidéos de façon à essayer de garder un peu de clarté. Alors je me suis demandé quel nom donner à ces ensembles, saisons, ça m'a pas semblé très bon. Cycle, je me dis pourquoi pas cycle, car je me suis souvenu que Hegel, le grand philosophe allemand, dont nous allons parler dans l'introduction d'ailleurs, considère l'éducation comme un cycle. L'idéal de l'éducation et de la culture pour Hegel, c'est l'encyclopédie, c'est-à-dire un parcours circulaire, une éducation en cercle. C'est ça que ça veut dire encyclopédie. Et c'est-à-dire que le but de l'éducation, c'est bien de parvenir à former des pensées qui soient cohérentes entre elles, c'est-à-dire qui fassent un cercle, c'est-à-dire dans des pensées dans lesquelles on finit, au bout du compte, par retomber sur le point de départ, retrouver les notions dont nous étions partis. Et c'est ce que je vais essayer de faire justement à travers ces deux cycles de cours sur la culture, puisque je vais essayer à la fin du deuxième cycle de revenir, d'aboutir à peu près au même point que nous aurons vu à la fin du premier cours. Voilà. Donc, aujourd'hui, on commence j'ai intitulé La culture brime-t-elle notre nature? Bon, c'est une question assez générale, je l'admets. Alors, une précision tout de suite sur le sens du verbe brimer, qui souvent n'est pas familier des élèves, alors que quand on connaît son sens, on pourrait imaginer le contraire. Le verbe brimer signifie en fait opprimer. Un enfant brimé, c'est un enfant qui est opprimé par ses parents. Hein. Et en fait, c'est un des aspects, une des problématiques de la culture, de savoir si, en fait, au fond, elle opprime notre nature, et donc si, par exemple, l'éducation que les enfants reçoivent de leurs parents constitue une forme d'oppression, constitue, autrement dit, une forme de violence, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, pour essayer de poser ce problème, je voudrais déjà ici regarder avec vous la difficulté de définir le mot culture. Alors, parce que en fait, la plupart des difficultés qui sont liées au concept de culture tient à la polysémie ou à la variété des sens de ce mot. Le mot culture désigne en fait des choses qui sont liées entre elles, mais qui peuvent présenter des différences. Alors, dans ce cours-ci, je ne vais pas forcément essayer de systématiquement accentuer les différences. Par contre, dans l'autre cycle, le cycle 2, je jouerai davantage sur les différences entre ces différents sens. Alors, historiquement, le premier sens du mot culture, c'est l'éducation, la culture générale, c'est-à-dire le fait de cultiver son esprit, le fait d'apprendre de belles choses, de parler, de lire, de s'instruire, de s'éduquer, de réfléchir. Voilà, c'est ça, la culture générale, dans un sens donc universaliste. C'est le premier sens historiquement apparu. Nous verrons d'ailleurs dans quelles circonstances très précises ce mot est apparu. Le deuxième sens du mot culture est apparu beaucoup plus récemment. Oui, le premier, pardon, remonte à l'Antiquité romaine, hein, et un philosophe latin qui s'appelle Cicéron. Alors, le deuxième sens du mot culture, par contre, est d'une apparition beaucoup plus récente. C'est au XVIIIe siècle qu'apparaît, à la fin du XVIIIe siècle, qu'apparaît le deuxième sens du mot culture, qui désigne en fait l'essence d'un peuple, c'est-à-dire l'ensemble des usages qui caractérisent une société comparée à toutes les autres, hein, l'ensemble des caractéristiques qui font qu'une société est sans pareil. Hein. C'est-à-dire les usages linguistiques, politiques, les croyances, les traditions, les arts populaires. C'est ainsi qu'on parle de la culture belge, la culture birmane, de la culture congolaise, la culture, enfin, ce que vous voulez. Hein. Donc dans un sens, cette fois, qui est plus particulariste, hein, pour désigner un peuple particulier, non plus une aspiration universelle à l'idéal ou à la vérité, mais plutôt au contraire un sens donc particulariste qui souligne donc
l'inscription des hommes dans un contexte, une société, une histoire particulière. Le troisième sens, ce qui est donc historiquement apparu en dernier, c'est la culture en tant qu'on l'oppose habituellement à la nature, c'est-à-dire le fait que les hommes ont besoin justement, en fait, des deux autres sens que nous avons déjà cités, c'est-à-dire besoin de langage, besoin de tradition, besoin de croyance, puis besoin d'éducation, plus généralement, pour devenir humain. Hein, voilà, donc le sens C, c'est le sens, disons, le plus vaste. C'est également celui qui est apparu en dernier. Dans ce cours, nous ne chercherons pas à opposer systématiquement ces sens entre eux, hein, ce sera plutôt l'objet du second cycle. Mais pour commencer à poser le problème de la culture qui brimerait l'identité, ou plutôt qui brimerait la nature, je citerai simplement un propos de Hegel que déjà j'évoquais en préliminaire. Hegel parle du dur travail de la culture, c'est-à-dire qu'il veut dire par là que en fait s'instruire nécessite, donc lui il utilise ici plutôt le sens A, le sens de l'instruction. Hein. L'instruction demande une sorte de sacrifice de nos penchants naturels, de nos penchants immédiats, de nos préjugés évidemment, mais aussi de nos instincts, de nos croyances, de nos traditions. Et c'est là un travail donc qui provoque de la douleur. Hein. Le mot travail pour Hegel est synonyme de douleur, mais aussi d'épreuve, par laquelle on accédera à quelque chose de plus haut. En surmontant cette épreuve, on accédera à quelque chose de plus haut. Bon, alors. Pour cette raison, on pourrait se dire que la culture nous fait traverser en fait des expériences douloureuses et que on pourrait être tenté de contester en fait le bien fondé de la culture en se demandant mais est-ce que vraiment en fait on va surmonter ça et aboutir à quelque chose de formidable. Euh, alors c'est une des tentatives que l'on peut. Enfin pardon, excusez-moi. Par exemple, si on considère à quel point la culture nous est imposée en fait de façon générale. D'ailleurs, aussi bien dans son sens A que dans son sens B, hein, la culture nous est imposée, c'est-à-dire que on ne choisit pas de s'instruire, enfin du moins pas au départ. L'instruction est imposée aux enfants sans qu'on demande vraiment leur avis. Et puis plus généralement, en fait, l'inscription dans une histoire particulière, dans des formes d'humanité particulières, est également imposée aux humains sans qu'on leur demande leur avis. C'est-à-dire que voilà, on nous apprend dès le plus jeune âge les coutumes, les usages d'une société particulière dans laquelle on vit, dans laquelle on est né. À vrai dire, on ne demande jamais à un enfant d'accord pour euh, manger 3 fois par jour ou s'il préférerait plutôt adopter la mode d'un peuple situé à l'autre bout du monde qui a des usages différents. Donc les usages en vigueur dans une culture sont effectivement arbitraires, plus ou moins arbitraires, ils contiennent peut-être une part d'artifice, hein, ce qui peut inciter à les rejeter. Hein. Et c'est ainsi que, par exemple, on peut trouver dans l'imaginaire européen et plus encore, je crois, dans l'imaginaire américain, la tentation de rejeter les usages de son temps. Alors, bon, là, je cite un peu le misanthrope de Molière, parce que d'une certaine façon, ce personnage inventé par Molière représente un refus des usages culturels, des normes culturelles qui sont en vigueur dans le siècle où il vit. C'est une sorte de sauvage, enfin je veux dire d'homme civilisé qui ne supporte plus la civilisation dans laquelle il existe. Voilà. Mais pour aller vers là les allusions la culture américaine, j'avais cité déjà dans un autre contexte le film de Sean Penn qui s'appelle Into the Wild, qui représente également cette même aspiration, c'est-à-dire voilà la volonté de rompre avec des formes culturelles qui ont été imposées et dont on ne voit pas forcément l'intérêt. Et pour prolonger, pour approfondir un peu ce thème, je vous ferai remarquer qu'en fait c'est quelque chose donc, qui est très profond dans l'imaginaire américain
et donc qu'on peut au moins faire remonter à un philosophe du 19e siècle qui s'appelle Henry David Thoreau, Henri David Thoreau. Alors oui, Thoreau, on dit, enfin même si c'est un nom français d'origine finalement, Thoreau c'est un penseur américain qui est, comment dire, une sorte de penseur de la nature, voilà, du retour à la nature. En fait, c'est quelqu'un qui a eu du mal un peu à supporter la société dans laquelle il vivait, qui accessoirement a refusé en fait de contribuer à la guerre de sécession, c'est-à-dire qu'elle a refusé de payer ses impôts en fait euh, enfin les impôts de guerre en considérant que c'était une guerre absurde et qui donc a pris de plus en plus ses distances avec la société dans laquelle il vivait et qui a écrit de très belles choses en fait sur le retour à la nature, aller vivre dans une cabane au fond des bois, loin des humains, des usages sociaux. Hein. Oui, à une époque où la société américaine était extrêmement puritaine, conservatrice, pesante. Bon, peut-être un peu de mal à s'imaginer aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, je crois. Enfin, plus tout à fait. Cette volonté de s'émanciper des cadres culturels imposés est une réminiscence, un souvenir aussi de la littérature du XVIIIe siècle, notamment des écrits de Rousseau, entre autres, hein, qui tournent autour de la description de la vie à l'état naturel, de la vie à l'état sauvage, on appelait ça parfois le mythe du bon sauvage, hein, qui est résumé habituellement par cette citation de Rousseau: «L'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt». C'est-à-dire qu'en fait, les travers humains, les vices humains ne viennent pas de la nature humaine. Rousseau, en fait, s'oppose ici aux catholiques, hein, qui estiment que le mal vient de la nature de l'homme, enfin, d'un péché qui est à l'origine même de l'homme. Hein. Et Rousseau explique qu'à son avis, non, c'est pas la nature de l'homme qui est mauvaise, c'est la société qui corrompt l'homme. Bon. Et ainsi, Rousseau propose en fait une éducation qui va totalement à l'encontre en fait des principes qui sont admis à son époque, une éducation qui fait la part belle au naturel, à la spontanéité, dans une époque où artificielle, sophistiquée, et on éduque certainement en fait beaucoup les enfants à devenir de petits sophistes, enfin c'est-à-dire de petits manipulateurs par l'art du langage, de la flatterie, des conventions de cours, de société, et où en fait le langage, l'éducation, l'instruction sont utilisés en fait pour parvenir à des dessins inavouables. C'est le thème, vous savez, des liaisons dangereuses, par exemple, de Choderlos de Laclos, les liaisons dangereuses, écrites par un roman écrit justement par un lecteur de Rousseau, hein. Choderlos de Laclos est un lecteur de Rousseau qui veut montrer à quel point l'éducation de son temps pervertit les jeunes gens. Voilà, alors pour problématiser un peu davantage, je voudrais attirer votre attention sur un propos hegelien que j'ai déjà un petit peu cité sur le dur travail de la culture. C'est dans ce livre, Principe de la philosophie du droit. Alors attends, voilà, Principe de la philosophie du droit. euh, c'est le cours de Hegel sur la philosophie du droit en 1817, je crois. Cours très 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 costaud, très compliqué. Dans ces très belles pages, Hegel écrit quelque chose que je trouve très inspirant. Il décrit en fait la culture comme un arrachement douloureux à la particularité. C'est-à-dire que effectivement la culture nous est imposée, nous ne la choisissons pas, et c'est même douloureux, c'est une discipline, il emploie fréquemment ce mot, hein, qui sera beaucoup employé également par Nietzsche pour décrire le même processus de Bildung, de formation, hein, c'est-à-dire enfin, de culture au sens de l'instruction, quoi. Hein. Et pour décrire cela, Hegel écrit la chose suivante, enfin c'est des propos prononcés en cours plutôt: le dur travail, et pour définir la culture, hein, le dur travail contre la subjectivité de la conduite, contre l'immédiateté du désir, aussi bien que contre la vanité subjective du sentiment et l'arbitraire
du bon plaisir. Alors, il veut dire par là que, en fait, s'instruire nécessite en fait un effort contre soi, un effort contre la subjectivité de la conduite, c'est-à-dire que, en fait, bah, vous voyez, je sais pas, un enfant, en fait, à qui il serait absolument impossible d'enseigner quelques règles de conduite et qui, en fait, s'opposerait à tout et n'en ferait qu'à sa tête, ce serait un enfant qui, bah, de fait, refuserait en fait toute forme d'éducation et et qui resterait peut-être en fin de compte un peu en marge, au moins en marge de la société. Et en fait, voilà, l'éducation demande un effort pour abandonner donc la subjectivité immédiate, comme écrit Hegel. Pardon, la vanité subjective du sentiment. Oui, c'est-à-dire que bah, on étudie bah, une œuvre, un livre, une théorie scientifique, une théorie philosophique, l'œuvre d'un peintre, etc. Si en fait on s'en remet simplement au sentiment immédiat, en disant oh, j'aime ou j'aime pas, je mets un pouce comme ça ou un pouce, bon. Effectivement on n'apprendra pas grand-chose, hein. La vanité subjective du sentiment, c'est très ça fait, comment dire, ça fait, euh, je trouve pas mes mots. Euh, c'est c'est très tentant, si vous voulez, face à une œuvre, de se dire, c'est très flatteur, voilà, je cherchais mon mot, face à une œuvre, de se dire, bon, ce qui compte finalement, c'est mon sentiment subjectif immédiat, j'aime ou j'aime pas, je mets un pouce en haut, un pouce en l'air. Bon, mais en fait, c'est une appréciation sur les œuvres qui constitue vraiment le tout petit début en fait d'une appréciation. On peut pas s'en tenir là, s'arrêter là, hein. Et d'ailleurs, finalement, le jugement qui n'a pas été formé en fait par la culture est souvent, enfin manque un peu de profondeur ou de justesse ou de pertinence quoi, hein. Euh, et ce dans tous les domaines, hein, je veux dire. Dans les domaines de l'art, dans les domaines du sport, dans les domaines politiques, absolument dans tous les domaines, hein. Si on s'en remet simplement au j'aime ou j'aime pas, on va jamais très très loin. Voilà. Et l'arbitraire du bon plaisir, bon, l'arbitraire du bon plaisir, ça, voilà encore quelque chose qu'il est nécessaire de surmonter pour parvenir à l'éducation, pour parvenir à cultiver son esprit et d'ailleurs également à s'inscrire dans une société, hein. Et d'ailleurs l'éducation le montre, le problème, l'exemple de l'éducation le montre, c'est-à-dire que si par exemple vous demandez tous les jours à un enfant, bon alors, dis-moi aujourd'hui, veux-tu apprendre à lire ou bien préfères-tu jouer au Lego? Bon, en fait, vous voyez, l'enfant risque probablement de choisir la deuxième solution et de ne jamais apprendre à lire. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, pour s'instruire, il faut se faire violence, hein. C'est ça ce que veut dire Hegel. Et donc, on peut avoir l'impression que la culture brime notre nature, et donc bah, la question vraiment devient urgente de savoir si à l'issue de ce processus, à l'issue de ce travail douloureux, on aboutit vraiment à une liberté supérieure ou bien en fait juste on devient formaté. C'est juste un conditionnement, un formatage, hein, qui tue toute forme de liberté, hein, et de naturel. Voilà, c'est la question que nous allons commencer à traiter donc déjà dans la première partie, hein, que nous allons voir donc dans la vidéo suivante.